La glycémie, qui fait la régulation de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux de glucose libre dans le sang et une constante biologique fondamentale. Le cortal, elle est située entre 0,7 et 1,1, donc 1,10 grammes par litre, soit 3,85 à 6,05 millimoles par litre, soit une moyenne de 5,5 millimoles par litre. Mais généralement, on utilise le gramme par litre. Donc c'est 1 gramme par litre. 1 gramme, il y a 5,5. Donc c'est la formule parce que une question. La régulation de la glycémie est contrôlée pour maintenir un apport énergétique constant à tous les organes, parce que le glucose, c'est l'énergie dans les cellules. C'est un phénomène complexe qui fait intervenir plusieurs facteurs et organes. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs facteurs l'hyperglycémie ou la l'hypoglycémie. Donc le foie, donc nous بدأ premièrement par le foie. Le foie est l'organe essentiel de la régulation de la glycémie par ses différentes fonctions métaboliques. Fait aussi au niveau du foie, la glycogénogénèse ou la glycogénolyse. Donc la glycogénogénèse est la glycolyse en cas d'augmentation de la glycémie, et la glycogénolyse est la néoglycogénèse en cas de diminution d'hypoglycémie. Donc la fabrication t'as le glucose, hein, donc en glycogène, ou l'autre le glucose à partir du glycogène. Le tissu adipeux, par la lipogénèse, il permet le stockage des glucides sous forme de triglycérides. Donc les triglycérides, c'est la forme stockée dans les glucides. C'est pour ça qu'on a un diabète, on parle de triglycérides zaïdines. C'est pour ça qu'on parle de triglycérides la glycémie. En cas d'augmentation de la glycémie et par lipolyse, il permet d'approvisionner donc l'organisme en ATP. Je crois comme si il y l'ATP sous forme de triglycérides. Les bêta-oxydations, c'est la bêta-oxydation en cas de diminution de la glycémie. Donc, on a le foie, on a le tissu adipeux, donc on a les muscles, les reins et les fonctions endocrines et exocrines, le pancréas et le système nerveux. Donc, les muscles permettent le stockage du glucose sous forme de glycogène et la libération de lactate pour synthétiser le glucose par le biais de la néoglycogénèse. Donc, quand on a des néoglycogénèse, ça veut dire qu'il y a les lactates. Lactate, on va le rôle surtout le diagnostic. Concernant les reins, hormis les fonctions néoglucoformatrices, ils permettent la réabsorption tubulaire du glucose. Il va le réabsorber. Normalement, les urines, mais on le glucose. Donc, pour une glycémie inférieure à 1,80. Donc, au-delà de 1,80, il va dépasser la réabsorption, c'est-à-dire au niveau des urines. Au-delà, voilà, le glucose passe dans les urines. Donc au-delà de 1,80, ça veut dire la audience. مش معناتها لو كان ندير un abstiction نلقى le glucose في les urines, ça veut dire la glycémie sanguine راهي dépassé 1,80. D'accord? Par ces deux fonctions exocrines et endocrines, le pancréas a un rôle très important dans le maintien de l'hémostasie glucidique. Le rôle du système nerveux est aussi important par plusieurs fonctions, actions. Le cerveau le cerveau, donc via la régulation de la sensation de la faim, le contrôle de la prise alimentaire et l'homéostasie du glucose. Donc, quand on a une hypoglycémie, on a une faim. On a le creux de l'estomac. Les centres hypothalamiques commandent l'appétit, la satiété et la production d'hormones hypophysaires qui sont hyperglycémiantes. Il y a des hormones qui sont hyperglycémiantes. Le système orthosympathique et le médulo-surrénal intervient par les catécholamines qui sont hyperglycémiantes aussi. Donc, on a les hormones hypophysaires hyperglycémiantes, les catécholamines sont hyperglycémiantes. La stimulation du système parasympathique provoque au contraire une insulinosécrétion et une hypoglycémie. Le parasympathique y atteint les hypoglycémiants et le sympathique y atteint les hyperglycémiants à les hypophysaires. Métabolique, elle s'exerce par le biais des métabolites intermédiaires, les HUMA, l'acétyl-CoA, les citrates et l'oxaloacétate.
elle dépend du niveau énergétique de la cellule. شحال فيها من ATP وشحال فيها من ADP. Donc, et des formes oxydées et réduites des coenzymes, les HOMA, le NAD et le NADH+, le NADH+, et le FAT-FATH+. Donc, ça dépend de l'énergie de la cellule. L'action de l'acétyl-CoA, les citrates et les oxalacétates. La régulation hormonale, par contre, donc elle s'exerce à 3 niveaux. Donc une activité enzymatique par phosphorylation ou déphosphorylation, donc soit fluorescence ou la fluorescence, soit phosphorylation, soit déphosphorylation. Perméabilité cellulaire au glucose, donc les cellules vont être perméables au glucose. Induction ou la répression des enzymes, donc soit les enzymes sont induites, elles sont positives, ou là un effet positif, ou la répression un effet négatif. Il existe deux systèmes, le système hyperglycémiant et le système hypoglycémiant. La régulation hormonale est assurée par l'activité enzymatique, par la phosphorylation et la déphosphorylation. Alors on a perméabilité cellulaire au glucose, induction ou répression par les enzymes. Il existe deux systèmes, hyperglycémiant et hypoglycémiant. Le système hyperglycémiant. Le système hyperglycémiant est divisé en deux types. Il y a les hormones d'urgence A et les hormones d'action hyperglycémiante progressive, qui n'est pas urgente. Les hormones d'urgence, c'est premièrement le glucagon et les catécholènes. Le glucagon, donc c'est une hormone polypeptidique de 29 acides aminés synthétisés au niveau du réticulum endoplasmique des cellules et des îlots de Langerhans. Elle est stockée et transportée sous forme de proglucagon dans les granules. Sa sécrétion est stimulée par l'hypoglycémie, c'est logique. Donc, quand on a des hypoglycémies, il y aura stimulation de sécrétion dans le glucagon ou là, tu as le proglucagon. L'adrénaline et la noradrénaline, elle est inhibée par l'insuline et l'hyperglycémie. Donc, stimulée par l'hypoglycémie, l'adrénaline et la noradrénaline. Inhibée par l'insuline et l'hyperglycémie. Il circule sous forme libre. Sa demi-vie est courte de 5 minutes. La glucagonémie, c'est-à-dire le taux de glucagon au niveau du sang portal, est d'environ 10 fois plus élevé que la glucagonémie périphérique. Donc, le système porte compte plus important. Il est filtré au niveau des glomérules et pratiquement totalement réabsorbé par les tubules proximales. Donc, il ne va pas être éliminé pratiquement. La totalité de TAO va être réabsorbée, ne va pas être éliminé au niveau des urines. Son action cellulaire est médiée par un récepteur activant l'adénylcyclase qui forme l'AMPC et qui déclenche la cascade de phosphorylation, ses actions physiologiques au généralement. Donc, il va agir sur la phosphorylation en se liant à un récepteur adénylcyclase qui forme l'AMPC. Donc, un des proglucagons, glucagon, stimulé par l'hypoglycémie, l'adrénaline et la noradrénaline. On va un récepteur, il va déclencher une cascade de phosphorylation. Les actions physiologiques provoquent une glycogénolyse, le glycogène X franche et massive par l'activation du système de phosphorylation au niveau du foie. Donc, il va agir au niveau du foie. Active la néoglucogénèse, de glucogène hépatique et la lipolyse au niveau du foie et le tissu adipeux. Donc, les organes cibles, le foie et le tissu adipeux, avec glycogénolyse et néoglycogénèse. Active puissamment, de façon très puissante, la sécrétion insulinique. Donc, il va activer l'insuline. L'insuline inhibe ou va activer l'insuline.
Ensuite, en ce qui concerne le glucagon, qui est une hormone d'urgence, le système hyperglycémien. Donc, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, comme on a déjà dit, elle stimule la sécrétion de glucagon. L'adrénaline provient de la médulo-surrénale et la noradrénaline produite par le système nerveux sympathique innervant le pancréas. Donc, sont des hyperglycémiens physiques, elles sont des hyperglycémiens. Elles favorisent la glycogénolyse hépatique et la glycogénolyse musculaire. On a le muscle aussi. Le glucagon, je le tissu adipeux et le foie. Là, c'est le foie et les muscles. En stimulant la TGLH, elle s'accompagne d'une lipolyse et elle stimule la sécrétion du glucagon. Donc, il y a la glycogénolyse hépatique et musculaire, la lipolyse, et en plus stimuler le glucagon, la glycogénolyse au niveau du foie, la néoglycogénèse au niveau du foie et au niveau de la graisse. Après avoir vu les hormones d'urgence hyperglycémiante, donc nous avons les hormones d'action hyperglycémiante, c'est progressif. Elle intervient pour maintenir le niveau normal de la glycémie, mais en cas d'urgence. Les hormones, premièrement, le cortisol. Deuxièmement, l'AGH, qui est l'hormone de croissance, la somato-hormone. Et troisièmement, les hormones thyroïdiennes. Alors, on a les trois hormones hyperglycémiantes, mais d'urgence. Le cortisol, il est produit par la corticosurrénale. Il a une action néoglycogénétique à partir des acides aminés et du glycérol. Il simule la synthèse des enzymes de la néoglycogénèse, qui m'a par exemple l'enzyme Nishuna tout à l'heure, et il active la lipolyse et la protéolyse. Donc en plus des lipides, les protéines aussi. L'AGH, l'hormone de croissance, la somato-hormone, c'est une hormone hyperglycémiante en diminuant la sécrétion de l'insuline. Elle agit sur l'insuline, elle freine l'action du glucokinase. Elle a une action lipolytique, augmente les acides gras libres plasmatiques, donc fournit aux cellules des combustibles, c'est-à-dire la matière première, sous forme d'acides gras, ce qui diminue l'utilisation du glucose. Donc, on va avoir une hyperglycémie. Par conséquent, les hormones thyroïdiennes, elles accentuent l'absorption intestinale du glucose, traitement au niveau de l'intestin. Elles stimulent la glycogénolyse hépatique et musculaire. Elles augmentent l'utilisation périphérique du glucose. Elles augmentent la destruction tissulaire de l'insuline. Et elle a une action hyperglycémiante indirecte en favorisant le catabolisme protidique et lipidique. Voilà, en ce qui concerne les hormones hyperglycémiantes. Donc, nous avons les hormones hypoglycémiantes. Elle est représentée par une seule hormone, l'insuline. Donc, on va essayer ils ont détaillé un peu l'insuline. Voilà, donc la structure TAHA, c'est un polypeptide qui est formé par deux chaînes, A, l'effet à 21 acides aminés et B, l'effet à 30 acides aminés reliés entre elles par deux ponts disulfure. La biosynthèse TAHA, donc la synthèse des bêta synthétisée par les cellules bêta des îlots de Langerhans qui fabriquent en premier lieu le pré-pro-insuline, produite de la transcription du gène de l'insuline. Donc on a un gène, l'insuline. C'est une chaîne polypeptidique unique formée de pro-insuline allongée à l'extrémité aminée de bêta. Donc c'est des détails. Je ne sais pas ce que je pense pas que l'essentiel, donc c'est les cellules de Langerhans. On a le pré-pro-insuline. On a le pro-insuline moraha et ensuite transporté dans l'appareil de Golgi qui commence à la conversion en insuline qui se poursuivra dans les granules ou les vésicules de stockage. Cette étape conduit à la formation de l'insuline et du peptide C. Donc on a le pré-pro-insuline, on a le pro-insuline, on a insuline plus peptide C. La sécrétion, donc une fois provenue à la surface des cellules, les vésicules contenant l'insuline et le peptide C fusionnent avec la membrane plasmique pour déverser leur contenu dans le milieu extracellulaire.
Ainsi, l'insuline et le peptide C sont sécrétés par exocytose. D'accord? Donc, on a exocytose en quantité égale. Donc, qui m'a qu'un peptide C, qui m'a qu'un insuline dans le sang de la veine pancréatico-duodénale. Donc, c'est la veine pancréatico-duodénale. Il faut retenir Hadi qui la conduit directement vers le foie. Celui-ci, on conserve ou détruit près de 50%. Donc, soit il garderont le foie, soit il va les détruire 50%. Le reste de l'insuline est d'environ 50%, se distribue dans l'ensemble de l'organisme. Donc, soit il va garder 50% à l'حسب الاحتياجات تاع le corps, soit il garde 50%, soit il va les déverser مع 50% اللي بقاو ويروحوا كامل l'organisme. Les deux, peptide C et insuline. La demi-vie à l'insuline est d'environ 5 minutes et celle du peptide C est d'environ 20 minutes. Donc 20 minutes, le peptide C, pardon, les stimuli de la sécrétion d'insuline, qu'est-ce qui stimule la sécrétion de l'insuline? Donc les métabolites, qu'il y a des métabolites ou qu'il y a des hormones, ou qu'il y a les neuromédiateurs, ou qu'il y a les agents pharmacologiques. Il y a les stimulés ou la sécrétion de l'insuline, donc hypoglycémie. Les métabolites, le glucose, c'est le fondamental. La plupart des acides aminés, surtout l'arginine, les acides gras et les CC, on va toujours voir des CC, c'est quoi? Certains ions comme le potassium. Les hormones gastro-duodénales, qui sont la gastrine, la sécrétine, le glucagon, les glucocorticoïdes et les œstrogènes et la progestérone. Les neuromédiateurs qui sont les agents cholinergiques la stimulent et les catécholamines l'inhibent. On a adrénaline, noradrénaline, le fora. Ils stimulent le glucagon. Les agents pharmacologiques, les sulfamides hypoglycémiens sont des insulinosécréteurs. Les sulfamides hypoglycémiens. Voilà. Donc c'est les médicaments qu'on donne aux diabétiques. La chronologie de la sécrétion entre l'insuline. Donc l'insuline, comment elle est sécrétée? Donc on a le schéma de la sécrétion de l'insuline. Donc une sécrétion de base existe en dehors de tout stimulus exogène. Donc que ce soit qu'il y ait une hyper ou la hypoglycémie, qu'il y ait toujours l'insuline. Donc en réponse à un stimuli, le glucose par exemple, la sécrétion est biphasique, fait à deux phases. Donc d'abord une élévation brève en moins d'une minute, donc c'est très rapide, représentant l'insuline stockée dans les granules ou les vésicules immédiatement immobilisables. Donc ils vont être mobilisés rapidement. Puis après une diminution, une deuxième sécrétion plus lente représentée par l'insuline stockée, mais aussi une insuline nouvellement synthétisée parce qu'il va y avoir un stimuli direct. Le schéma. Le mécanisme de l'action de l'insuline, la stimulation de la sécrétion d'insuline par le glucose nécessite plusieurs étapes. Sa pénétration dans la cellule B par le transporteur GLUT2 indépendant, donc indépendante de la présence d'insuline. Donc nous la cache l'insuline, donc il va y avoir un transporteur t'as les cellules B. Donc sa phosphorylation, on a par stimulation de la phosphorylation par une glycokinase en G6P qui subit la glycolyse et donne le pyruvate. Celui-ci se transforme en acétyl-CoA qui rentre dans le cycle de Krebs pour former l'ATP. Il y a l'énergie dont la concentration intracellulaire augmente. Donc cette augmentation de l'ATP entraîne une fermeture des canaux potassiques à ATP dépendant et donc arrête la sortie du potassium, ce qui entraîne une dépolarisation à l'origine de l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant. Donc l'entrée de calcium provoque une sécrétion de l'insuline par fusion des vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique. Donc par étape, on a la pénétration donc donc il y aura une pénétration dans les cellules B donc par les transporteurs GLUT2.
Donc une fois la cellule B, il va y avoir une stimulation de la phosphorylation. Les facteurs c'est le glucokinase, la J6P, l'acétyl-CoA, l'ATP, le potassium et le calcium. Donc, les facteurs dernièrement, c'est l'insuline. D'autre part, la G6P et la glucokinase en abondance en cette phase, vu qu'on a abondant d'entrée massive du glucose dans le pancréas, qui relate le glucose à travers les cellules bêta, donc vont stimuler la transcription du gène de l'insuline en ARN messager, puis synthèse de nouvelles molécules d'insuline. Donc, malgré la fusion des vésicules à la membrane, déjà qu'une insuline déjà fabriquée, il va y avoir un néo-insuline qui permet de renouveler le stock intracellulaire et on aura les deux phases de la sécrétion, une phase aiguë et une phase progressive. La circulation et la distribution et le catabolisme de l'insuline après l'insuline et le peptide C circulent sous forme libre dans le sang, actif, de même que le pro-insuline dont la proportion circulante peut représenter jusqu'à 20% de l'insuline totale. Donc le pro-insuline, l'insuline, le pré-pro, le pro, son espace de diffusion est le secteur extracellulaire et le sang, donc il va être diffusé là-bas. La demi-vitesse elle est de 5 à 10 minutes. La dégradation se fait presque dans tous les tissus de l'organisme, mais le foie et les reins sont les sites majeurs. D'ailleurs, le foie, le peptide C n'est pas dégradé, il est éliminé sans modification dans les urines. Donc, il est à travers la peptide C, les urines. La demi-vie donc de la pro-insuline est d'environ 20 minutes et sa dégradation ne s'accompagne pas de conversion en insuline. Donc elle va être dégradée qui prend insuline. C'est un inhibiteur compétitif de la dégradation de l'insuline. Donc il est en compétition ou l'insuline pour être dégradé au niveau du foie et au niveau du rein. Le mode d'action l'action cellulaire de l'insuline est médiée par un récepteur membranaire de structure ou le récepteur alpha 200 alpha 2 bêta 2. Donc le récepteur membranaire de l'insuline qui a une activité tyrosine kinase. Cette enzyme va phosphoryler les résidus tyrosyles de toutes les protéines cytoplasmiques dont les protéines phosphatase 1 et diphosphoryle. Donc, active la glycogène synthétase, ce qui active la glycogénogénèse, mais aussi les enzymes clés de la glycolyse et de la synthèse des acides gras, ce qui active la lipogénèse. Donc, l'action cellulaire de l'insuline. Donc, elle va se lier un récepteur membranaire, le récepteur alpha 2 bêta 2. Et avec le récepteur, une fois il va stimuler certains enzymes. Donc en général, comme le plus important, c'est la glycogénogénèse, la glycolyse et la lipogénèse à partir des acides gras. Voilà le mode d'action de l'insuline. Les actions physiologiques sur le métabolisme glucidique au niveau du foie, au niveau des muscles et sur le métabolisme lipidique et sur le métabolisme protéique. Donc elle a un effet sur les trois métabolismes. Concernant les glucides, qui est le foie ou qui est le muscle. Au niveau du foie, elle contrôle la phosphorylation du glucose en G6P en stimulant fortement la glucokinase. Elle favorise la glycogénogénèse en activant le glycogène synthétase. La glycogène synthétase, elle inhibe fortement la néoglycogénèse et la glycogénolyse. Au total, l'insuline favorise l'utilisation du glucose par le foie et son stockage sous forme de glycogène, donc stocké. Au niveau du muscle, elle stimule le GLUT4, elle active la captation du glucose par les cellules, elle stimule la glycogénogénèse musculaire. Au niveau adipeux, donc foie, muscle et tissu adipeux, elle active la captation du glucose par les cellules adipeuses par l'intermédiaire du GLUT4 toujours. Comme le muscle, elle active la glycolyse.
Sur le métabolisme lipidique, donc elle induit la synthèse des lipides, elle stimule la lipogénèse dans le foie et le tissu adipeux, elle inhibe la lipolyse et la cétogénèse dans le foie. L'utilisation périphérique des corps cétoniques est favorisée par l'insuline, dont le déficit en insuline favorise l'apparition d'une acétose, donc acidocétose ou la acétose. Sur le plan protidique, elle stimule le transport intracellulaire des acides aminés au niveau des muscles striés et du tissu adipeux. Elle stimule la synthèse des protéines dans le foie et dans le muscle strié. Elle diminue le catabolisme protidique. Voilà, donc c'est l'effet de l'insuline, l'hormone hypoglycémiante majeure. Merci.